Eh bien, Moadim les Simcha, bonne fête de Pessah. Nous sommes à nouveau ce matin dans le studio de Studio Kalita. Pendant cette fête de Pessah, nous avons parlé durant cette fête avec Marc Eisenberg des Agadotes, de nombreuses Agadotes, en soulignant qu'il s'agissait là du livre qui avait été probablement le plus commenté, le plus même illustré de l'histoire du peuple juif. Il y a des milliers et des milliers d'Agadotes différentes. Nous en avons vu quelques-unes donc avec Marc Eisenberg, qui est un collectionneur qui en possède plus de 1200. Mais ce matin, eh bien, nous allons avec vous, Yael David Toati, nous allons avec vous nous focaliser sur l'histoire d'une Agada. Une Agada en particulier, une Agada qui touche, on va dire, à la communauté juive de France, qui nous ramène à l'histoire de la Shoah, la période très sombre de la Shoah. Et nous avons décidé de consacrer une émission à cette Agada, la Agada de Mahanaïm. Alors tout d'abord, bonjour Boker Tov et Moadim les Simcha, bonne fête de Pessah. Alors nous allons parler de cette Agada de Mahanaïm. Alors racontez-nous, Yael, l'histoire de cette Agada de Mahanaïm. Alors, c'est une histoire originale, contrairement à beaucoup d'agadotes. Moi-même, je collectionne des agadotes. On a souvent des répliques ou des copies. J'ai la chance de posséder une des 4 agadotes Mahanaïm. Agadotes Mahanaïm, en fait, ce sont un peu comme 4 sœurs. Ce sont des agadotes qui ont été écrits du côté de Lanteuil pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Shoah. Où c'est Lanteuil ? Et Lanteuil, en Corrèze, à côté de Brive-la-Gaillarde, oui. Pour ceux qui connaissent la chanson. Et en fait, il s'agit d'une famille juive alsacienne qui, en 1939, quand il va y avoir l'invasion de la France, la France va évacuer toute la partie de l'Alsace et de la Lorraine. Et selon professeur Schwarzfuch, la raison pour laquelle les Juifs vont se retrouver dans cette région, enfin les Juifs, les exilés d'Alsace vont se diriger vers le Limousin, c'est entre autres parce que c'était une région qui était pas tellement habitée à l'époque, oui. Et on avait déjà construit et prévu d'attirer les gens vers cette région. Et donc, les gens entendent parler... De nombreux juifs alsaciens vont se déplacer donc d'Alsace. Il y en a beaucoup qui vont d'abord aller à Limoges. Oui. Les Neher vont quitter... Alors, il s'agit de la famille Neher. Ah oui, il faut le souligner, c'est la famille Neher. Voilà, ce n'est pas une famille... On va tout de suite parler c'est pas une famille anodine dans la communauté juive. Non, alors on va parler des gens, mais je fais juste le parcours. On quitte l'Alsace, on passe la Lyon, on va vers... la zone libre, d'abord. Oui, vers Limoges. Ils vont pas trouver vraiment, ils vont retrouver beaucoup de juifs alsaciens, mais ils comprennent qu'ils doivent aller plus loin. Et ils vont se diriger vers Brive. Et ils vont entendre parler d'un château. Alors, c'est ce qu'on appelle le château de la Praderie, oui. Qui se trouve donc à Lanteuil. Et ce château, dont vous allez peut-être pouvoir voir l'image à l'époque et maintenant, c'est dans ce château qui est en fait devenu depuis une ferme que la famille Neher va s'installer. Alors, voilà, on peut voir les photos. Voilà, vous pouvez voir ici. Ce qui est intéressant, c'est de parler maintenant des Neher. On va comprendre qui sont les personnes qui arrivent là-bas. Voilà, alors c'est ça. Il faut parler. Alors on va parler avant de refaire leur parcours. On va parler de cette famille qui est tout à fait particulière, la famille Neher, qui est originaire d'Aubernais, si je ne m'abuse. Exactement. Alors qui sont les Neher ? Alors on a d'abord Albert Neher et sa femme. Rose, qui vont donc être, on va dire, c'est le patriarche de la famille. Albert Neher était le Parnasse d'Aubernais, était le président de la communauté. Et lui-même a écrit un livre qui s'appellera La double demeure. Et ça résonne, si vous comprenez un petit peu le mot Mahanaïm, Mahané, c'est un camp, double camp. On va voir que ce nom est très important. C'est pas par hasard. Pour nous replonger dans les sources bibliques, ça se rapporte à Jacob, bien entendu. Quand il croise les anges. Voilà. Et donc, ils arrivent, ils trouvent cette ferme et ils s'installent dans cette ferme qui, si vous voyez... On est au début des années 40, c'est-à-dire tout de suite après la débâcle. Oui, 40. Et donc, ils arrivent dans cette ferme et il va y avoir un piano, une cheminée. Albert Neher dessine énormément. Avant de toute son histoire, il a entre autres écrit de la musique. Oui. C'est un compositeur, mais c'est aussi un collectionneur d'art. C'est important pour tout ce qu'on va dire après. Et c'est aussi quelqu'un qui s'occupe aussi de mise en page et d'imprimerie. Donc, toutes les notions, tout le know-how va venir d'Albert Neher. C'est lui qui va insuffler toute l'idée de la dimension des Agadotes Mahanaïm.
Alors, c'est marrant parce qu'on est allé... Il arrive avec son épouse et ses enfants. Il arrive avec son épouse. Alors, les enfants... Pas tous ses enfants. Vont venir Richard. Qui est l'aîné ? Qui est... Je pense. Hein. Qui va venir avec sa femme et qui va donner naissance à des enfants à Machanaïm. Donc, sa fille va naître à Machanaïm, le docteur Elisabeth Revel. On va avoir André Neher qui va arriver. Alors, André Neher, bien entendu, c'est la grande figure de la communauté juive que l'on connaît, le grand écrivain, grand philosophe, grand penseur du judaïsme français d'après-guerre en particulier. Exactement. Ensuite, on va avoir Hélène, sa sœur, qui en fait, Hélène et Nathan Samuel, c'est le couple connu de Guy Patin des maisons d'enfants après la guerre, mais c'est surtout l'importance d'Hélène et de Nathan, puisque Nathan va faire complètement partie de l'écriture des Haggadot Machanaïm quand il sera à Machanaïm. Et lui-même s'est retrouvé emprisonné. Alors que nos auditeurs comprennent bien, Machanaïm, c'est cet endroit, ce château dont vous nous montriez des photos, des images. Voilà, alors ce château est devenu une ferme déjà. Il a perdu un peu sa gloire, il est devenu une ferme. Il y a une étable, il y a des grandes pièces. Et il était totalement inoccupé à ce moment-là ? Il était libre, donc il s'installe là-bas. Avec d'autres personnes, ils sont à peu près entre 11 et 13 personnes à Machanaïm pendant toute la période. Mais André Neher continue à enseigner. C'est pas tout à fait légal, mais il continue à enseigner malgré son judaïsme. Et puis, les gens savent qu'il y a des juifs là-haut. Donc, quand il y a des juifs qui passent par Brive, quelquefois, on leur indique d'aller voir là-haut ce qui se passe, si on peut les aider, si on peut les accueillir quelques jours. Il manque un des enfants Neher, mais qui va venir régulièrement à Machanaïm pendant la guerre pour retrouver la famille. Et depuis le début, ce château porte le nom de Machanaïm ? Pas du tout. Alors, il s'appelle le château de la Praderie. Voilà, c'est ça. Hein. Et très vite, ils l'appellent le kibbutz. Et ils vivent une vie de kibbutz. Des répartitions des tâches. Alors, on est en 1940. On est dans la zone libre, donc il n'y a pas d'Allemands aux alentours. Pour l'instant. Mais la guerre est présente, bien entendu. Mais c'est important parce que, en fait, ils sont pas du tout dans le sud de la France. Ils sont, comme ils l'ont marqué au début des Haggadot, ils ont cité l'endroit où ils se trouvent, Brive-la-Gaillarde, Negev Tzarfat. Ils se sentent complètement dans une petite bulle d'Eretz Israël. C'était tout le... Negev Tzarfat. Oui, Negev Tzarfat. Et pour moi, c'est toute l'argumentation, vous le verrez dans les décorations aussi. Ils ont quitté l'Alsace et ils ont créé une espèce de bulle sociale, puisqu'ils l'appellent le kibbutz. Et très vite, ils vont l'appeler Machanaïm, un deuxième Machané, qui est une mini Eretz Israël. Et c'est comme ça qu'ils se voient, dans une petite terre de Tanakh. Ils vont s'occuper de la lecture de la Bible, ils vont la commenter, ils vont commenter chaque parashat Shavua. Et quand il va s'agir d'écrire les Haggadot, ils vont aussi utiliser des palmiers. Il n'y a pas de palmiers dans la région. On a quitté l'Alsace, il y a peut-être des pins, mais ils vont décorer leur Haggadah dans leur rêve de Sion. Et je pense que Eretz Sion Virushalayim, c'est vraiment un des motifs permanents de la Haggadah, parce qu'ils ne se sont pas contentés simplement de l'écrire, ils l'ont écrit avec beaucoup d'originalité, et on va peut-être maintenant passer justement au contenu. Alors, cette Haggadah que nous voyons ici, j'espère qu'on le voit, voilà, cette Haggadah que vous déposez là, avec cette reliure rouge, eh bien, c'est l'une des 4 Haggadot originales de Machanaïm, avec une dédicace, si je ne m'abuse. On va en parler. Alors, comment tout ça commence ? Va arriver le printemps 1941, et il y a une petite fille de 4 ans, la fille de Samuel, d'Hélène et de Nathan Samuel. Elle a 4 ans, son papa est militaire et prisonnier à Saumur, et la famille décide d'écrire une petite Haggadah qui n'a pas du tout cette forme, qui n'a pas cette mise en page, beaucoup plus simple pour une petite fille de 4 ans. En fait, il faut imaginer, quand il y a eu l'exil, les gens ne sont pas montés dans le Boïdem récupérer leur Haggadot. Bien entendu. En général, la Haggadah, ce n'est pas un livre qu'on laisse au milieu du salon quand elle est pratique et utilisée. Je ne parle pas des collectionneurs, mais en général, la Haggadah, on l'arrange avec la vaisselle de Pessah. Quand les gens ont quitté l'Alsace en 1939, ils n'ont pas forcément été chercher leur vaisselle. Ils ont dû emmener avec eux des objets. Et on pense que parmi les objets, il y avait aussi la fameuse Haggadah de Rodelheim, qui était la Haggadah de tous les Juifs
de la frontière entre l'Allemagne et la France. Et donc, on va voir qu'il y a beaucoup d'inspiration. C'est ce qu'ils connaissaient chaque année depuis des générations. On lit la même Haggadah avec les mêmes gravures. Donc, quand va arriver un texte dont la gravure est bien connue et reconnue, c'est ce que les Néers vont mettre dans leur Haggadah. Mais on va voir qu'il y a d'autres signes. Alors, comment ils écrivent ? Je vais vous montrer un exemple. Ils trouvent dans l'étable, puisqu'il y a une étable, ils n'ont plus de vaches, mais il y a une étable, ils trouvent des vieux carnets de la personne qui vivait là-bas. Et ces carnets, c'était en fait des carnets comme on n'en voit plus tellement aujourd'hui, mais ce sont des carnets avec une feuille et derrière une feuille blanche. En général, à l'époque, oui, on va le descendre un petit peu. On utilisait ces carnets pour faire des comptes. Ça, c'est un carnet d'époque, hein. C'est celui-là de la guerre. Super original. Et donc, ils trouvent des carnets comme ça. Et c'est à peu près le seul papier qu'ils vont avoir. Et ces carnets, en fait, ils servaient à l'étable pour faire le décompte du lait. D'accord. Et ils s'en procurent quelques-uns tout neufs. Et ils vont commencer à écrire sur différentes dimensions, ou une Haggadah, ou un commentaire. Alors, on va d'abord voir la Haggadah. Alors, d'accord. Alors, la première Haggadah, j'explique pourquoi il y en a 4. Oui. La première, elle a été écrite... enfants ? Non, pas du tout. La première, elle a été écrite en 1941 pour la petite Fanny, Zichrona Livracha, ma belle-mère. Voilà. Et donc, elle a été écrite assez simplement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, en France, il y avait des boîtes de chocolat rectangulaires et il y avait un encadrement, mais peut-être, oui. Un encadrement et une photo de peintre ou de paysage. Peut-être, oui, effectivement. Et ils utilisent ce papier, ils le retournent et ils dessinent la Haggadah dessus. Bon, il y a encore de la couleur, on est au début de la guerre, ils arrivent à se procurer, et ils écrivent une petite des peintures. C'est très coloré, la première Haggadah, c'est en 1941. Et puis finalement, vont arriver les années 42, 43, 44, et ils vont... C'est à cause de ça qu'il y en a, Baruch Hashem, que 4. Ah oui, donc c'est chaque année. Chaque année, ils s'impliquent dans l'écriture de la Haggadah. C'est-à-dire que dans leur ferme, ils sont un peu occupés toute l'année, mais quand va arriver Hanouka, ils n'ont plus grand-chose à faire. Et pour donner de la lumière dans l'obscurité de l'hiver, ils se mettent à écrire des Haggadot, dirigés par Albert Neher, qui lui a une vision très précise. C'est pas histoire d'écrire une Haggadah sur un petit carnet. Il prend le carnet et il fait ce qu'on a l'habitude chez nous. Une mise en page, une vraie mise en page. Mais chez nous, les sofrim, les scribes, quand ils ont un parchemin qui est taché ou entaché ou avec des petits carreaux, ils font ce qu'on appelle machouar. Ils prennent une pâte blanche pour obtenir une belle couleur de parchemin. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre des vieux carnets, des vieux cahiers. Ils vont d'abord blanchir les pages, tracer une mise en page, prévoir la taille du texte et la taille du dessin, et ils vont, avec une écriture qui va changer, parce que les femmes de Mahanaïm ont une belle écriture, on va les mettre à contribution, parce que les peintures qu'on ne va pas trouver ou qu'on va trouver vont avoir une importance dans la mise en page et dans l'expression des Haggadot. Et donc, pendant 4 années... on va dire 3 années après, ils vont continuer à écrire des Haggadot, non seulement écrire des Haggadot, mais en plus, et ça sera peut-être la nouveauté, le scoop de la journée, ils écrivent aussi, parce que les Haggadot sont connus, mais les commentaires qu'ils ont écrits ne sont pas encore connus, ils le seront, Bezrat Hashem, bientôt. Un Yiriv et Divshi, c'est ce qu'on a ici justement, c'est un commentaire, mais juste pour vous donner une idée, ça a été écrit en 1942, on voit la mise en page, et très vite on voit le changement d'écriture, que ce soit les femmes qui écrivent avec leur écriture plus appliquée et les philosophes qui ont beaucoup de choses à dire. Et on voit quelque chose qui va revenir dans les Haggadot qui est assez original par rapport aux Haggadot en général. C'est que... Alors, on va retourner, on va aller vers la 4e, celle qui a été publiée. Elle est publiée aux éditions Erez. On peut la trouver dans les magasins. Celle-là. Donc, c'est celle que l'on peut voir ici. Voilà, ça, c'est la publication. Voilà. Ça, c'est la Haggadah que l'on peut acheter. Est-ce qu'on peut s'en procurer ? Oui, aux éditions Erez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Nathan Samuel est décédé, la famille a décidé, en sa mémoire, de publier 613 Haggadot, qui ont été encouragés aussi par les anciens de Guy Patin, etc. Et donc, il y a eu 613 Haggadot qui ont été reliés. Et depuis, les éditions Erez continuent
à en faire. Elles sont plus numérotées, mais à en faire régulièrement. Donc, c'est une Haggadah qu'on peut se procurer ici à Jérusalem et dans les magasins. Alors, on regarde avec vous l'original, hein, l'une des 4 Haggadot. Celle que vous tenez entre vos mains, c'est la Haggadah de quelle année? C'est la dernière, c'est la plus belle, c'est la plus colorée, c'est celle qui montre aussi une note d'espoir. On va la laisser d'accord. À plat, voilà. Ok. Pour qu'on puisse voir effectivement. Voilà, alors j'ouvre une page au hasard, mais je vais essayer de mettre en évidence. D'abord, on a les 2 couleurs de l'écriture, qui rappellent des Haggadot que nous connaissons aujourd'hui. Le rouge et le noir, on les connaît dans les Haggadot Sinaï, etc. En face, on va avoir des dessins de couleurs. Ces dessins-là, on ne les a pas dans toutes les Haggadot, sûrement pas en 41, en 42 et en 43, où tout est passé au noir et blanc. Il y a pratiquement, à part l'encre rouge, il n'y a pratiquement pas de couleurs. Mais il y a quelque chose qui est très spécifique et que j'aimerais vous montrer un instant, c'est que dans leur mise en page... Voilà. Il faut appuyer sur le... Non, le rouge. Voilà, excuse-moi. OK, normalement, la lettre capitale n'existe pas en hébreu. Oui. Mais dans l'imprimerie germanique, en général, la première lettre, si ça vous dit quelque chose, c'est une lettre qui est dans un carré avec beaucoup de décoration, voilà, ce style gothique. Albert Neher a inventé en quelque sorte la possibilité de mettre en exergue les premiers mots, ou on va dire la lettre capitale, en recopiant une méthode que lui connaissait et qu'il maîtrise, mais en mettant, puisqu'on ne peut pas mettre la première lettre, en mettant tout le texte. Donc ça, on le retrouve pratiquement à toutes les pages, avec la mise en évidence du texte. On va voir un petit peu de commentaires en français. Et c'est ça qui nous laisse croire que quand même, ils avaient devant eux l'original, parce qu'il n'y a pas de différence entre ça et ce qui est marqué dans les Haggadot. S'ils l'avaient dit de mémoire, on aurait peut-être pu... Ah, ce n'est pas, donc ce n'est pas uniquement de mémoire. Vous pensez qu'il y a... On est pratiquement sûr aussi, pour des raisons graphiques, qu'ils avaient devant eux la Haggadah de Rodelheim. Ils la connaissaient par cœur, c'est clair, mais pour la reconstituer avec cette exactitude, c'est quand même qu'il y avait quelque chose... Ils avaient le Makor, la source. D'autant que certains dessins correspondent complètement aux dessins qu'on trouve là-bas. D'accord. Je vais avancer un tout petit peu dans le graphisme pour vous expliquer encore l'originalité de cette Haggadah. À la fin, dans le Nirtza, on a l'habitude de chanter. Oui. Dans les Haggadot, en général, on ne trouve pas la partition. Et là, on peut se demander si les Neher... on retrouve ces partitions aussi dans les Haggadot de 42 et 43. Et on se demande si ce n'est pas en fait un espèce de testament, un espèce de témoignage. C'est s'il devait leur arriver quelque chose, qu'il ne reste pas simplement le texte, mais aussi, puisqu'on l'a dit, Albert Neher et la famille possédaient un piano sur place. Et lui était compositeur, donc il avait une maîtrise des notes. Ce n'est pas simplement des notes pour guitare. On voit bien qu'il y a ici tous les bémols qui sont mis en ligne. Donc, l'idée de mettre aussi la musique, c'est peut-être aussi pour une transmission encore plus forte. Aujourd'hui, dans nos Haggadot, on chante Chad Gadia sans se poser de questions. On le connaît de père en fils. Mais si ça devait tomber dans les mains d'un étranger, alors l'idée de peut-être de mettre les notes, c'est peut-être aussi pour perpétuer aussi quelque chose qui risquait de disparaître, puisque la famille Neher est menacée. Alors, on va peut-être en parler justement dans la Haggadah, cette Haggadah spécifique. La dernière, elle possède des changements. Est-ce que dans les Haggadot, on peut suivre les années et on peut sentir ce qui se passe à l'extérieur? C'est-à-dire, parce que la première Haggadah, je le disais, on disait au début 41, 42, jusqu'en 42, eh bien, il n'y a pas encore l'occupation. À partir de 42, il y a l'occupation de la zone libre. Et on va dire que la menace devient de plus en plus sérieuse pour la famille. Alors, est-ce que ça se ressent dans la rédaction, par exemple, des 2 dernières Haggadot? Oui, alors la sœur de Nelly, la sœur de Nathan Samuel, va être déportée et la famille va être touchée par la Shoah. Elle était aussi à la Mahanaïm? Non, pas du tout. Mais la famille Neher n'a pas été touchée. Ils ont même été résistants pour la partie qui était restée du côté de Lyon. Mais à travers... Nathan Samuel qui va les rejoindre, ils vont connaître dans leur chair et dans leur famille la déportation et la perte d'un être cher. Et effectivement, on peut voir des différences flagrantes entre les Haggadot au niveau de quelque chose qui est très original aussi.
Je le mets, j'espère qu'on le voit. Et s'il faut... Oui, on le voit. C'est bon. Voit bien. Bon. On le voit. Okay. Posez-le. Alors, ok. Ce qui se passe, c'est que, pas dans la première, mais dès la deuxième Haggadah, ils vont dessiner le pèlerin, le juif errant qui retourne à Jérusalem. Oui, là, on le voit. On le voit, et on le voit en couleur. On le voit devant une Jérusalem où, sur le mont, il y a une construction, avec encore un nuage qui pèse sur la ville, mais on voit que la ville est habitée, que les terres sont cultivées, et on voit ce pèlerin qui arrive, avec sa barbe alsacienne, qui arrive avec son bâton, qui a fait une longue route. C'est un petit peu ce Machanaïm, il passe d'un Machané à l'autre Machané, mais il arrive à voir quelque chose sur le mont. Alors que si je vous mets, ça va être petit, c'est dommage, mais si je vous mets ici le même pèlerin qui a été dessiné en 42 et 43, on voit que en 42, la ville est déserte, il n'y a rien sur Jérusalem, tout est en noir et blanc, mais il y a encore un soleil qui brille derrière Jérusalem. Et en 43, on voit un nuage gris et on sent la différence entre peut-être s'en sortir et là se demander vers où on va. Donc ça, c'est un élément très fort et c'est unique. C'est que dans les Haggadot Machanaïm qu'on trouve ce pèlerin. Alors celui-là qui est dans la Haggadah que vous tenez, il est de 44. Il est de 44. Et donc, mais on le voit quand même. C'est-à-dire à cette époque, il y a quand même un espoir. Et justement, il y a l'espoir. Mais il faut savoir que cette Haggadah, elle a été terminée, comme toutes les Haggadot, elle a été terminée le matin de Pessah. Ouais. Ils faisaient eux-mêmes leur matzot, et après, chacun prenait un petit peu de sa plume et terminait cette Haggadah. Sauf que ce matin-là, pendant qu'ils préparaient leur matzot, sont arrivés la division d'Asreich pour vérifier combien ils étaient et s'ils pouvaient tous les emmener. Donc en 1944, après avoir composé cette Haggadah, mais juste avant de rentrer dans le Pessah, se pose un nuage noir sur l'Anteuil, sur le Machanaïm, et personne ne sait si on va s'en sortir. Donc la différence fondamentale entre cette Haggadah qui est colorée, parce que on sent qu'on a de l'espoir, la guerre va peut-être se terminer, on est en avril 44, on sent que les choses bougent, pas seulement en France, on a espoir. Et d'un autre côté, on vient et on les attaque de manière tout à fait personnelle. Alors, il va se passer quelque chose. Alors, comment ils vont s'en sortir? Alors, d'abord, ils sont tous germanisants. Albert Neher va parler avec les Allemands. Il va leur montrer que dans la bétaillère, ils n'ont qu'une petite voiture. On ne peut pas emmener 13 personnes avec le véhicule. Les Allemands leur promettent de revenir. Alors là, la famille... Ce soir, c'est Pessah. Il faut bien comprendre. On est en pleine sortie d'Égypte. On a les Égyptiens devant nous. Et donc, la proposition des voisins, ils disent, on va essayer de s'évader, on va essayer de s'éloigner d'ici, mais ils sont un petit peu sur la crête de la montagne. Et ils se rendent compte, en s'éloignant, qu'ils seront vus de n'importe où. Donc, ils reviennent, ils se disent, il se passera ce qui se passera. Avant de partir, il y a les voisins, bien intentionnés, qui veulent récupérer les 3 petites filles. Fanny, qui a 4 ans, et puis Evan, sa sœur, qui est née aussi à Machanaïm, et Elisabeth. Et la famille décide, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre pour beaucoup de familles qui ont décidé de se séparer et de sauver les enfants, la famille décide de rester ensemble. On ne part pas sans les enfants, et finalement, on ne part pas, on reste à Machanaïm. Et au moment, ils font leur matzot, ils préparent leur seder. Et c'est vraiment quelques minutes avant le seder qu'ils vont rajouter des psukim qui n'existent dans aucune Haggadot, des psukim de Géoula, des psukim de Emouna, des psukim du prophète Isaïe qui montrent combien ils ont la foi et que malgré tous les torrents et malgré toutes les mers, Dieu les sauvera et ils passeront à travers et ils vivent leur expérience de Machanaïm. Ils avaient donné ce nom avant, mais ils vivent complètement ce passage. Okay. C'est une famille qui va vivre un seder, on peut imaginer, en se disant qu'ils vont peut-être quand même venir frapper. C'est pas parce qu'ils ont dit qu'ils reviendraient et que la nuit est tombée qu'ils vont pas arriver. Donc c'est un seder, peut-être un petit peu comme à Bnei Brak, quand les Chachamim se cachaient et que les Romains étaient dehors. Je sais pas. Vraiment imaginer l'ambiance.
parce qu'ils ne peuvent pas vraiment se sentir sauvés. Ils peuvent se dire qu'ils viendront, si pas aujourd'hui, demain. Et heureusement, la fin, c'est qu'ils ne sont jamais venus entre deux. Ils ne sont jamais venus. Les Allemands ne sont jamais revenus. C'est une sorte de miracle de Pessah pour la famille Neher. De miracle. Et non seulement ils ne sont pas revenus, mais en plus, j'imagine la tension. Je ne sais pas qu'ils ont laissé un mot « Soyez tranquille, on ne reviendra pas ». Donc, les gens vivent leur sortie d'Égypte jusqu'à la libération, complètement la libération. Eh bien, je crois que c'est véritablement un exemple vivant et marquant de cette sortie d'Égypte, de cette Géoula que nous vivons donc à travers cette fête de Pessah que vous nous avez transmis à travers l'histoire tout à fait émouvante de cette Haggadah de Mahanaïm. Vous vouliez terminer peut-être par un point ? Oui, juste un autre point qui la rend aussi originale. On a dit la cantillation, on a dit le dessin du pèlerin. Et puis, on a un piout très connu qui a été traduit, qui est chanté par Shmuel. Lequel s'agit-il ? Ayash, Shmuel Ayash, excuse-moi Shmuel, et qui a été écrit et puis après traduit en français. Il est déjà dans la première Haggadah. Les Neher avaient l'habitude aussi d'écrire des piyoutim. Beaucoup de piyoutim en français, on pourra en reparler sur toutes les fêtes. J'ai des piyoutim écrits par les Neher. Et entre autres, il y a le fameux piyut shel Pessah, piyut les Pessah, voilà, qui figure dans cette Haggadah comme dans les autres, qui est magnifique. Je ne vais pas le lire maintenant, mais c'est quelque chose aussi de très particulier. Bien, je crois qu'on a bien compris l'atmosphère qui régnait donc dans ce château de Mahanaïm en Corrèze pendant la guerre. C'est tout à fait impressionnant, tout à fait émouvant de découvrir avec vous. C'était tout à fait émouvant de découvrir avec vous l'histoire de cette Haggadah de Mahanaïm d'année en année, rédigée par la famille Neher, Albert Neher le père et ses enfants, dont André Neher, bien entendu, qui est l'un, comme je le disais, l'une des grandes figure du judaïsme français d'après-guerre. Merci beaucoup, Yael David Toati, de nous avoir fait partager l'histoire, qui est l'histoire d'une certaine manière de votre famille, puisque l'une des filles Neher était votre belle-mère. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de cette histoire. Et Moadim les Simcha, bonne fête de Pessah. Merci beaucoup.